à tous, bienvenue dans Terminus 92 pour cette émission dans laquelle nous recevons une sommité, mais en particulier un acteur significatif de la scène de musique du monde. Aujourd'hui, nous sommes à New York et nous avons eu la chance, l'honneur de rencontrer une personnalité, quelqu'un qui est très impliqué dans la promotion de la musique africaine, en particulier la musique reggae. Et avec lui, nous allons parler donc de son parcours, de la manière dont il s'est introduit dans l'univers du showbiz. José Touré est notre invité. Bonjour José. Bonjour Hassan. Et surtout merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es ici aux États-Unis depuis, je l'ai dit, une vingtaine d'années. Tu es quelqu'un qui n'a eu de cesse de te battre pour promouvoir la culture africaine, en particulier la musique africaine. Et ce qu'il faut souligner, c'est que tu es aux États-Unis depuis les années 80. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans ce pays? Il faut dire que d'abord, je dis merci à ma maman. C'est grâce à cette femme que je me suis retrouvé là. Sinon moi, bon, étant en Côte d'Ivoire, tout ce qu'on pensait un jour, c'était d'aller en France, hein, pas aux États-Unis. Là, je me suis retrouvé là. Et puis bon, voilà, tout d'un coup, les trucs ont commencé à aller. Parce que vivre aux États-Unis, venir très tôt aux États-Unis, pour moi, c'est pas facile du tout. Mais j'avais déjà ma petite soeur qui était là, qui vivait. Et avec elle, on a su manager certains trucs. Je suis allé un peu à l'école. Puis bon, de l'école, il fallait se prendre en charge à un moment donné. Donc, j'ai commencé à travailler comme tout jeune venant se chercher aux États-Unis. Enfin, le Jossi. Voilà, qu'on appelle le Jossi. J'ai, moi, travaillé dans les restaurants, hein, nightclub. C'est à partir des nightclubs que j'ai commencé à être vacciné sur le show business. Et voilà, depuis, c'est parti, je suis là. Et puis, j'ai vu qu'il n'y avait pas assez de promoteurs africains sur le terrain. Et donc, je me suis aventuré dans ce créneau-là. Et aujourd'hui, Dieu merci, ça va, je ne me plains pas. D'accord. Alors, comme je l'ai dit dans cette émission, on va parler de ton parcours. Alors, dans ta jeunesse, on m'a dit que tu as été quelqu'un qui pratiquait beaucoup le sport, notamment le football. Tu avais beaucoup de talent. Et tu t'es même pressenti pour être l'un des meilleurs joueurs de la Côte d'Ivoire, parce que tu as eu à évoluer avec des gens comme des gens qu'on connaît très bien, qui jouent dans l'équipe nationale, qui ont joué en équipe nationale, Gadi Seli, Diaby Sekana, ce genre de personnes. Alors raconte-nous ta passion pour le foot. Le foot, je suis toujours un passionné du football, parce que c'est ce sport-là, d'abord, que j'ai pratiqué avant de venir ici. J'ai même failli remporter la Coupe nationale 82, tu comprends, entre le stade d'Abidjan et le Sporting Club de Gagnoua. Tu jouais dans quelle équipe? Moi, j'ai joué au stade d'Abidjan. Avant, c'était l'équipe que j'ai laissée avant de venir, mais sinon, j'ai commencé à la SEC. Okay. J'ai été au centre de formation de la SEC jusqu'à l'Agnebi Sport d'Agboville, fait monter Agnebi en première division, et puis aller au stade. Le stade, bon, je n'étais pas trop au top parce qu'il y avait toujours des blessures, mais je devais participer à la Coupe nationale 82 quand même. Ça, c'était avec les Thierry Joël et Oumar Ben Salah. Aujourd'hui, je me retrouve aux États-Unis. En faisant du show business. Pour moi, le show business et le sport, ça va ensemble, quoi, tu vois. On va parler un peu toujours de foot. Hein. À cette époque, moi, c'est ce qui m'intéresse, parce qu'il y a pas mal de personnes qui savent que José Touré, c'est quelqu'un qui évolue dans le showbiz. Mais cette partie-là, concernant sa vie en tant que footballeur, ça, ils ne la connaissent pas. Ils se racontent que ton petit nom de footballeur, c'était Lobilo. Ça veut dire quoi, Lobilo? Lobilo, c'est référence à l'international, c'est un des monuments du football africain aussi, Lobilo Boba du Congo qu'on appelle RDC Zaïre. Et donc, on me comparait à Lobilo. Et après, bon, écoute, moi, j'ai vu Lobilo jouer. Et non, il me plaisait. Et puis bon, voilà. Mais je jouais au football. Il y a des gens aussi qui se comparaient à moi. Tu vois, et même je continue de recevoir des mails. Ceux qui connaissent José Touré disent, bon,
pour mieux me parler. Ils disent le bulot, et c'est à toi que je voulais ressembler quand tu étais à Abidjan, blablabla. Bon. Ouais. Voilà. J'ai joué au football, mais chacun a sa chance. Sinon, ceux qui sont, je vois cette jeune génération-là remporter la Coupe d'Afrique ou bien aller en Coupe du Monde. Mais chacun a sa chance, chacun a sa chance. Mais ceux qui nous ont vu jouer savent que les footballeurs, les meilleurs footballeurs là, en Côte d'Ivoire, c'est la génération de ceux-là. Youssouf Falikou Fofana, Oumar Ben Salah, Abdoulaye Traoré Ben Badi, Sissé Baraté, Fallé Villasco. Et j'en pense, c'était des grands joueurs, les Mongueï François. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont la chance, ils signent des gros contrats. C'est une bonne chose. Et puis, on les encourage. Pas de regret, hein? Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je n'ai pas de regrets parce que c'est que j'ai eu dans le show business aujourd'hui. Bon, ceux qui ont joué avec moi, je vois un peu, c'est pas facile pour eux. Quand j'arrive au pays, j'essaye d'aider ceux que je peux aider et c'est pas du tout facile. Et tu comprends, quand on parle du show business, non, pour moi c'est le travail. Une fois que tu travailles et puis tu mets ton expérience en jeu, je pense que les trucs roulent facilement. Aujourd'hui, bon, ça se passe très bien. J'ai plusieurs artistes en management et non comme en production, donc je n'ai pas de regrets. J'ai des monuments de la musique africaine avec moi. On va en parler. Alors, du sport au showbiz. Alors, on peut dire que tu as atterri dans ce milieu un peu par hasard. Tu as commencé à un peu expliquer. Tu étais dans le Jossi. Après, tu t'es retrouvé dans un restaurant. Alors, je pense que c'est dans le restaurant que tu vas commencer à rencontrer des personnalités américaines qui vont te donner le goût. Effectivement. Dans le restaurant Cabaret, ça y est à Madison Square Garden, toujours quand je passe à côté. Comment ça s'appelle? On l'appelait Charlie Horse. Charlie Horse à Madison Square Garden. Donc, ce restaurant-là, j'ai eu pas mal de personnes passées, des celebrities. Comme quand tu parles de Madison Square Garden, tu vois toutes les activités qui se passent là-bas. Sport, tout. Et après ce concert-là, c'est des gens qui se retrouvent au restaurant en train de manger. Et puis bon, voilà, écoute, j'ai la chance d'avoir l'estime de d'autres personnes qui m'ont approché à l'époque. Mais dis donc, tu ressembles à Eddie Murphy, mais pourquoi ne pas aller à LA pour faire le concours de ressemblance, tout ça. Et il y a d'autres qui m'ont promis même à m'envoyer là-bas, mais écoute, j'ai laissé le Jossi, la maison qui doit payer, et si ça ne marche pas là-bas. Donc, j'ai préféré écouter, mais ne pas m'aventurer là-bas. Rester sur l'apprentissage, c'est-à-dire faire le Jossi, mais ma vision c'était de pouvoir avancer un jour dans le show business, aider la culture africaine au niveau des États-Unis. Parce que où j'étais, on voyait peu d'Africains venir jouer là-bas. Et puis chaque jour, c'est moi qui parlais des artistes africains qu'on pouvait produire. Bon, j'ai commencé par les Ivoiriens, tu vois, que je connaissais mieux. Puis voilà, tout est parti de là-bas. L'activité a été lancée. Est-ce qu'on continue de te dire que tu ressembles à Eddie Murphy? Avec l'âge, moi, je ne vois plus dans la ressemblance d'Eddie Murphy, mais d'autres personnes continuent, soit c'est Djarou, soit c'est choses. Et pourtant, bon, ce business, il a commencé avant Djarou, mais Djarou a explosé avant José, tu vois. Peut-être qu'on pouvait dire que Djarou, tu ressembles à José, mais José ressemble à Djarou aujourd'hui. Donc, moi, tout ça, je pense que je suis moi-même. Voilà, c'est l'Ivoirien qui te parle. Dis-moi, est-ce que tu as eu la chance de rencontrer une fois Eddie Murphy? Oui, j'ai rencontré Eddie Murphy dans ce même Madison Square Garden là. Vous êtes parlé? On s'est parlé, il m'a même appelé ma brother, tu comprends, puisqu'il y avait des gens qui étaient là, qui demandaient si c'était ton frère, et tu sais, c'est un comédien. Il dit non, it's my African brother, tu comprends, donc voilà, c'est son frère africain, donc c'est-à-dire que lui-même il vient de l'Afrique aussi, donc écoute, pour moi c'était un plaisir de les rencontrer, et puis ça passe quoi, tu vois. Alors José, tu as eu également à collaborer dans ton cheminement pour donc être introduit dans le milieu du showbiz. Tu as eu, je le disais, à collaborer avec un autre poids lourd du hip-hop américain qui est P. Diddy.
C'était à l'époque, c'était presque à l'époque, avant même la création de Bad Boy Entertainment. Pardon. La création de Bad Boy Entertainment, il faut dire que Pamphile, c'était un frère, c'était un ami, aujourd'hui, même si on ne se voit plus. Et on a eu à intégrer la boîte Uptown Records en ce moment-là pour faire les internships là-bas. Et c'est là-bas que tout est parti aussi. La confiance, tout, où on me demandait d'endosser le hip-hop et R&B comme lui. Et moi, j'écoutais et puis on travaillait. En ce moment, lui, il était détaché à Heavy D, où il devait essayer de promouvoir Heavy D. Et moi, j'étais là et on travaillait tous ensemble dans la même équipe. Et après le truc de Heavy D, chacun, et puis bon, l'internship, chacun a eu à apprendre ce qu'il doit apprendre. Et moi, je suis allé à Tough Gun, où j'ai rencontré ma ex-épouse. Tough Gun, qui est la maison de production de Bob Marley. La production de Bob Marley, voilà, qui était en Empire State Building à 34e là. Voilà, où je travaillais avec eux. Puis Pamphile, c'est là Pamphile allait créer Bad Boy Entertainment, où il s'est retrouvé dans le village. Il a lancé Notorious B.I.G., Craig Mack. Ouais, c'est Craig Mack, il a commencé par Craig. Craig a fait de Bad Boy ce que Bad Boy est aujourd'hui. Même Craig, des fois quand il est là, puisqu'il est à Long Island, on se voit souvent. Et il arrive à dire que Bad Boy, quand on parle de Bad Boy, c'est moi. Et non, mais Pamphile. Voilà, Pamphile, quand je vais le voir, il me donne quelque chose, c'est 50 000 seulement. Et il dit, bon, chacun a ses business, non? C'est quoi, 50 000 $, mais 50 000 francs CFA? 50 000 $, et pour lui, ce n'est rien, tu comprends? Puisque, écoute, c'est lui qui a lancé Bad Boy. Et en même temps, aujourd'hui, c'est vrai qu'il a une maison entretenue à Long Island. Mais si toi tu as plus de peut-être 500 millions que moi, c'est 50 000 $ que tu prends pour me donner. Et puis à travers moi, il y a eu Notorious B.I.G. et puis bon, les Junior Mafia ont accompagné. Voilà. Alors dis-nous, est-ce que le fait d'avoir travaillé dans cette structure Uptown Records, est-ce que c'est ce qui t'a permis véritablement déjà de te lancer véritablement dans le showbiz, mais aussi de te faire connaître dans le milieu américain? Parce qu'il faut le dire, tu es très connu. Yeah. Oui, Uptown m'a vraiment connecté avec les sommités du show business américain. Et en même temps, ce qui a renforcé même mon carnet d'adresses étant à Tough Gun, puisque c'est vrai que nous ne sommes plus ensemble avec cette dame, mais je lui dois beaucoup, parce que c'était une femme qui avait sa notoriété aussi dans le milieu du show business international aux États-Unis, qui a eu à quand même lancer Suge Knight de Death Row Records et Tupac, Shakur, Snoop Doggy Dogg, et ça m'a rapproché de ce groupe-là aussi et apprendre encore plus parce qu'on voyageait beaucoup, on allait de studio en studio, de maison de production en maison de production et même aller en Jamaïque à Kingston avec les Marley. Ça fait que dans le milieu du reggae, quand même, j'ai quand même un grand respect, que je peux prendre mon téléphone, appeler qui que ce soit, et puis bon, voilà, écoute, automatiquement, ça se passe quoi. Tu vois, voilà, ça c'est mon parcours entre Uptown et Tough Gun International. D'accord. Alors après donc cette étape, je parle justement de l'étape de Uptown Records, tu vas décider maintenant de lancer ton propre label qui est Africa and the World Music. À quel moment tu te dis c'est le moment de prendre mon envol, de me lancer dans cette carrière-là? Non, ça, j'ai toujours pensé à ça parce qu'il fallait détacher le world music, au reggae music. Et non, donc, déjà, moi, j'avais décidé même avec la dame avant qu'on soit ensemble. Je lui ai dit, moi, ma vision, c'était d'avoir mon propre label qui est Africa and the World Music. Et donc, je pouvais être une autre division de Tough Gun, mais qui aura la main sur les artistes africains pour pouvoir les lancer au niveau des États-Unis. Donc elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. C'est là que on a signé Alpha Blondy qui était en fin de contrat avec EMI en Europe.
quand il a eu ces histoires avec EMI, ça a été un mariage entre Alpha et moi parce qu'il fallait, c'est-à-dire sauver son honneur, ne pas rester sans un label pour un grand artiste comme Alpha Blondy. Donc ça m'a trouvé à Abidjan où j'ai dit à Al, j'ai dit bon écoute, moi j'ai fait mon effort pour que tu puisses intégrer Tofkan. Parce que si EMI, vous avez des histoires, que EMI apprend que Alpha Blondy, qui est la méga star du reggae en Afrique, intègre le label de King of Reggae, ça va faire boum. Donc, je suis retourné à New York. Il y a eu une réunion avec le staff, y compris la dame. Puis bon, on a décidé qu'il faut signer Alpha Blondy. C'était entre Alpha Blondy et PBS à l'époque. Voilà, qui étaient des jeunes avec beaucoup d'énergie. Donc, on a dit au lieu de prendre choses comme on appelle PBS, il faut prendre Alpha Blondy. Qui peut couvrir encore, qui peut lancer le label. Donc on a signé Alpha Blondy et j'ai fait signer aussi Majek Fachette, un Nigérien qui était vraiment fort, un reggaeman fort, qui venait aussi d'être relâché par Sony Music. Et non, qui a eu de la chance avec les majors, même par rapport à Alpha, mais lui il était drop aussi. Donc on l'a pris. Et puis j'ai amené ensuite après Sekouba Bambino avec père à son âme, le vieux père Silla. Silla Ibrahim de Paris, le producteur, un des meilleurs producteurs africains aussi. Voilà. Donc tout est parti de là. Et African World Music, depuis on fait notre chemin. Puis on encadre pas mal d'artistes africains. Et puis d'autres en management. Alors, à tes débuts, tu as décidé de promouvoir les Ivoiriens. Tu as même fait venir une première vague d'artistes. Je vais citer quelques noms. Gadji Seli, Ahmed Farras, Chantal Taïba, j'en oublie. Quel souvenir gardes-tu de cette époque? Oui, c'est toujours bien. C'est pour moi, Gadji était au top. Il était entre le football et la musique. Et comme c'est un frère que j'avais déjà connu auparavant avant de venir, donc et encore il avait beaucoup de fans dans la diaspora, tu vois, il fallait commencer par un homme comme Gadji Seli, dont j'ai amené à Symphony Space de New York, à la 96e, une des salles mythiques de New York aussi. Et le concert était bien, les gens ont beaucoup apprécié. Il y avait du monde. Il y avait du monde, et chose, Dieu merci, puisque les Africains, ils avaient besoin de ça, tu vois, ils avaient besoin de voir des artistes de chez eux pour venir s'amuser. Donc, on a fait le show, et après, je crois qu'on a joué à Washington, un peu partout. Puis après, les retournés, il y a eu la vague de Ahmed Farras, et Tina Spencer, la mère à Arafat. Et puis Chantal Taïba, Ali Sofa, Antoinette Alani. En tout cas, toutes les grosses stars de l'époque. Toutes les grosses stars de l'époque. Puis Ismaël Isaac. Et voilà, c'est parti comme ça. Et après, j'ai commencé maintenant à sortir dans le cadre ivoiro pour aller un peu en dehors au Ghana, prendre Kodjon Tui. Voilà, Kodjon Tui. Salif Keïta? Salif Keïta, Kodjon Tui, Oumou Sangaré, Fifi Rafiatou du Togo, et King Mensa aussi du Togo, je crois. Puis, en tout cas, la liste est longue. Alors, à l'inverse, tu as permis également à des artistes non africains de venir en Côte d'Ivoire. Je me rappelle qu'au milieu des années 90, par exemple, tu avais organisé un gros concert qui a super bien marché. Je crois que c'était sur 2 ou 3 jours avec Morgan Heritage. Je pense que c'est toi-même qui a permis aux Ivoiriens de connaître véritablement Morgan Heritage il y a plus de 20 ans. Il y avait également ce groupe de filles, la Wally Girl. Parle-nous un peu de cette belle aventure. Mais tout ça, ça rentre dans mes archives, et puis voilà, c'est l'histoire qui continue. Déjà, comment est-ce que tu les as convaincus de venir? Parce que c'est pas facile de les faire sortir d'ici, ceux-là. Non, c'était pas facile, mais d'abord, tu vois, travailler avec des groupes, il faut croire déjà à leur musique, et puis il faut que ces gens-là, tu fasses confiance. Et moi, le groupe Morgan, quand j'ai croisé le groupe Morgan, je pense que c'est par le biais du Walloger. Parce que la lead singer de Walloger, qui était une amie,
et était en même temps l'ami de Gramps de Morgan Heritage. Donc ils m'ont invité à leur répétition. Et puis je pourrais dire aussi qu'ils étaient signés à MCA Records à l'époque, qui était en collaboration avec Uptown. Donc tout est parti de là-bas aussi, parce que les premiers albums aux États-Unis, ça s'appelait Morocco. Donc quand ils m'ont donné, c'était un peu reggae soul, et non R&B. Donc j'ai vu ça, j'ai dit, moi je connais le public ivoirien, j'ai dit ça peut passer en Côte d'Ivoire. Donc là, j'ai pris Walloger et Morgan Heritage, j'ai dit, bon, comment ça fait passer à la radio avec tes collègues. Donc je vois que les Ivoiriens ont commencé à aimer. Je retourne aux États-Unis et dit, les gars, on peut faire une tournée promotionnelle en Afrique. Ça va nous aider beaucoup. Voilà tout ce qu'on a fait. Mais je t'ai dit, hein, pour les envoyer, il n'y a pas eu de cachet entre eux et moi. Il y a eu seulement que le transport. J'ai pris toute la charge de la famille Morgan. J'étais 20 comme ça. Et Walloger, c'était pas vraiment facile. Et je remercie M. Comlan, peut-être, comment il s'appelle. C'est un frère béninois qui était à l'époque le directeur de Air Afrique. Et ce monsieur, je vais jamais l'oublier parce que il m'a beaucoup fait confiance et il m'a beaucoup aidé quand Air Afrique était là. C'est ce monsieur qui m'a dit, José, voilà, écoute, moi, je peux te céder les tickets, les billets d'avion à moitié prix. Et en plus, en dehors de ça, je te donne peut-être 5 tickets gratuits. Même j'ai revu en arrière pour dire que ce monsieur a eu à me donner 22 tickets d'avion gratuits pour Alpha Blondy, la tournée nationale d'Alpha Blondy aux États-Unis. Donc, moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens. Jusqu'alors, je n'ai pas assez de choses de sponsors, mais je continue de faire avec mes propres moyens parce que les idées peuvent être là, mais quand on parle d'une grosse production promotionnelle, c'est les sponsors. Ouais. Quand on n'a pas de sponsors, c'est pourquoi on a du mal à vraiment injecter toutes nos idées sur place ici. Ouais. Voilà, donc j'ai pas mal de projets, mais c'est difficile de les achiever parce que si je n'ai pas de sponsors. Voilà. Alors après cet épisode, on a constaté une chose, c'est que José s'est éloigné un tout petit peu de la Côte d'Ivoire. Tu n'as plus organisé de concerts pendant des années. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que pendant des années, je suis resté un peu en dehors de la Côte d'Ivoire parce que l'atmosphère n'était pas aussi saine là-bas pendant 10 ans passés. Non pas seulement le côté du pays, mais de mon côté, moi-même ici aux États-Unis, j'avais des problèmes de famille qu'il fallait vraiment régler parce que quand tu as affaire à la loi américaine, il faut faire face à ça d'abord avant de faire tout. Donc c'est des trucs que je vais, si tu comprends, l'assistance sociale, le child support, tout, et non les impôts sur mon dos. Donc il fallait vraiment que moi je m'occupe de ce côté-là si je ne voulais pas être incarcéré demain, you know. Donc ça m'a pris vraiment assez de temps pour pouvoir, tu comprends, revenir sur moi-même. Donc aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai pas ce problème de loi-là, et non, que ce soit le côté de ma famille, que ce soit de mes affaires, tout est carré, je n'ai plus de problème, donc je voyage librement. Donc voilà, l'Afrique est là, l'Afrique, le continent africain, nous, je suis prêt à donner tout ce que je veux à l'Afrique. Alors José, on l'a dit, la musique reggae compte beaucoup pour toi, puisque tu as travaillé dans la maison Tuff Gong, qui était celle qui produisait Bob Marley. Alors, tu es également impliqué dans un festival reggae en Côte d'Ivoire qu'on appelle le Abi Reggae Festival, qui, je crois, a déjà bouclé sa 2e édition, se prépare pour sa 3e édition maintenant, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que l'idée de monter ce festival-là t'est venue? Je ne sais pas si c'est toi qui l'as monté ou si on t'a associé, parle-nous-en. Ok, tout d'abord, ce festival, c'est l'initiative du ministre Moussa Dosso et non son conseiller principal, Kone Bright, qui est pour moi un ami de longue date, qui était aux États-Unis avec moi.
et puis qui m'ont sollicité de pouvoir les joindre parce que Bright étant ici, il a eu un peu à travailler à Tofgan avec moi. Il était en ce moment mon assistant aussi. Puis bon, il savait que je parlais toujours de pouvoir monter un grand festival en Côte d'Ivoire. Peut-être que c'est ce festival, l'idée-là, qui est tombée dans l'oreille du ministre. On ne sait pas, c'est l'Afrique. Donc, il devait confectionner, mais il fallait aussi un cerveau à côté, un spécialiste. Donc, ils m'ont sollicité et j'ai dit qu'il n'y avait pas de problème. Et on s'est engagé ensemble, Première édition, deuxième édition, et pour ne pas aller plus loin, il faut dire que la troisième édition, j'ai décidé, moi, de rester. De me retirer. Et pourquoi? On prend, non, pour des raisons professionnelles et choses, je préfère ne pas trop rentrer dedans, en parler, mais pas retirer, je serai là pour consulter, pour la consultation, mais pour dire que je suis de ma contribution à 100% avec Abirégé, j'ai décidé d'arrêter, tu vois. D'accord. Alors, quel bilan justement dresses-tu des 2 éditions écoulées? Pour moi, c'est positif. Parce que la première édition, je me suis moi-même investi à 200, je peux dire 200%. Tu comprends, le résultat, tout le monde le connaît. Et deuxième édition, je suis allé à 100%. Les trucs ont commencé avec une autre vision. Donc, tu comprends, je n'ai pas beaucoup supporté. Mais on était déjà engagé, il fallait que j'aille avec ça. Puis bon, voilà, j'attendais fini en tant que professionnel, puis m'asseoir avec l'initiateur et son conseiller. Et puis bon, la formule que nous avons trouvée, on va toujours continuer à se côtoyer. Et puis, comment on appelle, se côtoyer, mais sur la consultation, et puis le direct, c'est-à-dire que je te donne, tu me donnes. Voilà. Et moi, je suis plus prêt à accompagner quelque chose où les gens pensent que tu as des millions qui reviennent aux États-Unis. Tout le monde sait que vivre aux États-Unis, quand tu te déplaces pendant 1 semaine, 2 semaines, à ton retour, les factures, c'est factures de peut-être 2 ou 3 mois en Afrique qui t'attendent. Tu vois, donc voilà, j'ai décidé d'être moi-même et partout, quoi. La Côte d'Ivoire a engendré des poids lourds du reggae international. On peut citer Alpha Blondy, Tikenja. C'est vrai qu'il y a également des valeurs sûres dans ce pays. La Côte d'Ivoire, on peut citer également des chanteurs comme Ras Goody Brown, Kajim, voilà, Kunajoba et bien d'autres. Alors, qu'est-ce qui selon toi empêche ces jeunes-là de pouvoir exploser au niveau international, comme leurs 2 dévanciers? Merci pour ta question. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a beaucoup de jeunes talents en matière de reggae music. Moi, je pense que tout ce que je peux leur dire, c'est la discipline qui compte, le travail. Tu vois, tu peux avoir du talent et si tu n'es pas discipliné dans ton boulot, ça serait difficile de décoller. Quand je prends un jeune comme Ras Goody Brown, c'est vraiment un jeune qui a du talent. Et non, ça serait aussi du gâchis. C'est comme au football. On a eu des grands footballeurs en Côte d'Ivoire qui sont passés même professionnels. Ce sont des amis que je ne citerai pas de noms, mais qui ont eu du mal à décoller en Europe. Tout. C'est parce que ces jeunes-là n'étaient pas aussi sérieux dans leur boulot, tu comprends. Et Goody, par exemple, il est trop exposé, il est trop livré à lui-même en Côte d'Ivoire, tu vois. Un peu en musique, il faut, en tant qu'artiste, il faut savoir créer le mythe. Tu vois, il faut savoir créer le mythe comme Alpha Blondy. Alpha, ils n'ont qu'à seulement regarder l'exemple d'Alpha. Alpha peut être à Abidjan. Et non, pendant 1 mois, d'autres ne voient pas Alpha. Il est chez lui, entre chez lui à la maison et sa radio et le studio. L'artiste doit être toujours en train de travailler. Et non? Mais ces jeunes-là, quand tu tournes, tu vas commencer, tu les vois là, tu vas à Makori, à Djamé, tu les vois. Tu vois, ça fait que le producteur lui-même, là, le jus qui te produit, il n'y a plus de jus. Parce que les gens, ils t'ont déjà vu. Ils viennent plus 2 fois venir te voir. Mais quand ils ne te voient pas tous les jours, c'est comme Tiken aujourd'hui. Tiken, on ne le voit plus dans les rues d'Abidjan. Pourtant, c'est un monsieur qui a galéré devant tous ces gens-là. Vous pensez que le talent que les Tiken ont, moi je parle Alpha, c'est hors classe, hein?
Mais les autres qui suivent Alpha, tu peux aller écouter, tu ne sais pas qui est premier, qui est deuxième. Mais c'est quand tu montes, quand tu vas plus loin sur le plan international, qu'on dit Tikendia est le deuxième, Ismaël est là. On ne sait même pas si Ismaël est deuxième, troisième ou quatrième. Tu vois, parce qu'il y a toujours le mythe qu'il faut engendrer. Ismaël, et tous, ils ont besoin de ça. Les Fadal D, c'est des grands chanteurs de reggae. Ils ont besoin de management et ils ont besoin d'humilité pour travailler, pour avancer. Tant qu'ils n'ont pas pu tenir cette ligne-là, ça serait difficile pour eux d'être vendus à l'Occident, quoi. D'accord. Alors, dans ton travail pour la promotion de la culture africaine, la culture ivoirienne, tu as valu de nombreuses distinctions. Aux États-Unis, par exemple, tu as été, je dirais pas décoré, mais on t'a donné des distinctions. On t'a décerné des distinctions. Et puis récemment, même au Burkina Faso, tu as bénéficié d'un Marley. Comment ça s'appelle, le Marley d'honneur, voilà, pour ton travail au niveau de la révélation, de la promotion, de la musique reggae et tout ça. Quand tu reçois toutes ces distinctions, comment est-ce que tu réagis? Ouais, c'est un honneur toujours, ça me donne encore le courage de travailler plus, parce que pour moi, avoir ces prix-là, c'est des challenges, parce qu'il faut toujours donner le meilleur de toi-même, tu vois. C'est ce qui fait que je ne veux plus m'aventurer dans les petites productions, tu vois, et je préfère prendre tout mon temps pour faire de grosses productions qui pourront être bénéfiques à l'Afrique de demain. Si c'est produit pour produire, je peux le faire chaque jour parce que j'ai un club sur la main ici où qui peut prendre 250 à 300 personnes. Je peux envoyer des artistes au plus produit, mais je le fais par rapport à la communauté. Mais pour moi, c'est les grosses productions qui peuvent payer. Maintenant, on a l'idée de faire une tournée internationale pour Alpha Blondy, c'est-à-dire une tournée de merci à tout le continent africain. On va solliciter les autorités des pays africains parce que ça va se passer chaque étape dans un stade où ça serait Alpha Blondy et ses enfants, pour une tournée international. Merci de nous avoir suivis. C'était Terminus 92 avec José Touré, cet Américain d'origine ivoirienne qui vit donc aux États-Unis depuis plus de 30 ans. Avec lui, nous avons fait le tour de son parcours, ses motivations et nous avons appris beaucoup de choses, aussi bien que vous. Merci beaucoup José Touré.